Double jeu, bouillon de culture, apostrophe, le président de l'Académie Goncourt est là. Bonjour Bernard Pivot. Bonjour. Au secours, les mots vous ont mangé, Bernard. On s'y attendait, ça devait arriver, ça y est, c'est fait. Oui, bah oui, les mots, ils sont présents dans notre vie. Regarde, qu'est-ce qu'on fait là? C'est vous qui avez commencé, vous avez lancé les premiers mots et hop, je suis le second à embrayer. Effectivement, les mots sont là dans notre vie sans arrêt, tous les jours, même les nuits, parce que les mots nous assaillent la nuit. Ils se glissent dans notre cerveau, ils se glissent sous la couette. Et donc, nous avons un rapport presque permanent avec les mots. Alors, on a l'impression, surtout les écrivains, que nous dirigeons les mots, que nous les maîtrisons. Mais en vérité, c'est pas vrai. C'est eux. C'est eux qui nous mangent, qui nous grignotent, qui nous absorbent. Et c'est ce combat avec les mots que je raconte dans ce livre. Pas toujours très sérieux. Et c'est un livre qui donne un spectacle sur scène. Vous montez enfin sur scène. Bernard Pivot, regardez. Je suis sûr que pendant les 9 mois de résidence dans le ventre de nos mères, nous avons enregistré des mots et même des phrases que nous pourrions restituer dès notre naissance si physiologiquement nous en étions capables. Mais il en est de nos premiers mois sur Terre comme des derniers. Le corps ne suit pas, le corps ne suit plus. Même Jésus dans la crèche n'a pas dit un seul mot. C'était pourtant le Fils de Dieu. Un potentiel intellectuel énorme, énorme. Bon, je crois qu'il n'a pas voulu effrayer ses parents. C'est incroyable, hein. Vous imaginez une histoire. C'est un écrivain qui parle. Oui, alors c'est un écrivain dont je raconte la vie depuis sa naissance et il regrette de ne pas avoir été le premier bébé à parler au monde jusqu'à sa fin, à sa comparution devant Dieu, où il est tellement ému qu'il parle un peu comme Patrick Modiano. Et Dieu, qui a un peu vieilli et qui aime beaucoup Modiano, qui a lu Modiano, le confond avec notre prix Nobel de littérature et le fait entrer au paradis, croyant faire entrer Modiano au paradis. Voilà, donc je raconte sa vie, de sa naissance jusqu'à son entrée. Oui, alors, bon, c'est l'enfant, on vient d'entendre un extrait. Entre-temps, il va passer apostrophe, il va avoir le Goncourt. Oui. Mais il y a cette terreur d'être mangé, dévoré par les mots qui lui sautent dessus. Ben, il s'en aperçoit sur le tard. Évidemment, il est comme tous les écrivains, il est très fier, très orgueilleux d'avoir cette maîtrise des mots. Parce que sans les mots, il n'écrirait pas leur livre, bien entendu. C'est une lapalissade. Mais il s'aperçoit au bout d'un certain temps qu'au fond, il est assez victime des mots. Il est le jouet des mots. Regardez un écrivain, quand il se met devant sa page blanche, alors il va écrire quelque chose à faire, il va traduire sa pensée sur l'ordinateur ou avec une plume. Et alors il y a des mots qui arrivent tout de suite. Il faut se méfier de ces mots-là. Il faut se méfier, ce ne sont pas toujours les bons mots. Souvent, les mots justes, les mots adéquats, ils sont derrière, ils sont enfouis derrière l'occiput, ou bien ils sont dans l'encrier, ou ils sont dans l'ordinateur. Ils sont malins, les mots, ils ont leur propre vie. Mais ils sont vicieux, même souvent, très vicieux. Et donc, il y a toujours un combat entre l'écrivain et les mots, et c'est ce combat que je raconte dans ce livre. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il commence, ça vous l'avez dit, à sa naissance quasiment. Oui. Il a envie de parler, il a les mots, il babille, mais c'est des mots qui sont des glutineries. Oui, je dis toujours que ce qu'on prend pour des glaires, ce sont des mots liquides. Parce qu'effectivement, je pense que les bébés, ils ont tous envie de parler, mais ils n'y arrivent pas parce que physiologiquement, ils n'y arrivent pas. Oui. Mais je pense que beaucoup de bébés, s'ils étaient capables, ils parleraient. Parce que dans le ventre de leur mère, ils ont emmagasiné effectivement pas mal de, non seulement des mots, mais des phrases et même peut-être des conversations. Oui, c'est incroyable. Il dit les mots sont mes doudous, je m'endors avec. Oui, parce que ça, c'est un souvenir personnel. Parce que pendant la guerre, je n'avais qu'un seul livre à ma disposition avec les Fables de La Fontaine, c'était le Petit Larousse, une vieille édition Petit Larousse. Donc le premier livre que j'ai lu du début à la fin, c'est un dictionnaire. Et donc je suis devenu l'ami des mots. Et j'avais pas d'ours, j'avais pas de poupée, j'avais rien du tout, mais je me couchais le soir avec des mots. J'avais des mots doudous, alors notamment les mots rigolos, comme ceux qui redoublent, vous voyez, les voyelles, hurlu, berlu, ta, ra, ta, ta, tous ces mots-là, whistiti. J'aimais beaucoup ce genre de mots qui sont rigolos et je m'endormais avec ces mots. Et est-ce que Bernard, vous aviez des copains comme votre héros dans la pièce? Ces copains s'appelaient Petit Larousse, Petit Robert? Oui, oui, parce que alors je connaissais pas Petit Robert à l'époque. J'ai appris à le connaître après, mais mon premier ami, mon premier copain, mon premier pote, j'avais 8 ans, 9 ans, c'est Petit Larousse. Ce qui est incroyable, ça, hein, parce que les autres copains, ils aimaient
les cartes postales, ils aimaient d'autres choses. Oui, j'ai toujours remarqué que mes camarades préféraient effectivement les images, les films. On n'en avait pas beaucoup pendant la guerre, mais enfin les cartes postales, tous les photographies dans les albums. Mais moi, non, je préférais les mots. Je trouvais que les mots évoquaient plus des pays ou des aventures que les images. Regardez, par exemple, prenez le mot Ouzbékistan. Tombez sur le mot Ouzbékistan. Vous dites, mais c'est quoi l'Ouzbékistan? Vous regardez, vous dites, c'est un pays peuplé d'Ouzbeks. Oh, les Ouzbeks, ça vous fait rêver. Et je trouve que le mot Ouzbékistan vous fait plus rêver que n'importe quelle image de ce pays. Et vous faites dire à votre héros que les dictionnaires sont les meilleures agences de voyage. Bah oui, les mots vous font voyager, les noms vous font voyager. Vous vous rendez compte, les noms, la puissance d'évocation des mots. Quand vous parlez des mots français comme la chaise Dieu, ou bien Saint-Amour, ou alors si vous prenez des mots étrangers comme les îles Galapagos, Tegucigalpa. Ou hippopotame, vous prenez l'exemple. Alors ça, c'est autre chose, parce que mon écrivain, il vivait de ses droits d'auteur, et avant d'avoir le Goncourt, il gagnait chichement sa vie avec les droits d'auteur. Donc il est allé voir Madame Larousse pour lui demander une place dans le comité de rédaction du Petit Larousse. Et alors, il lui a fait passer un examen. Et alors, il lui a proposé de rectifier l'orthographe, parce qu'il y a des mots, effectivement, qui ne sont pas... on pourrait changer l'orthographe, parce qu'elle n'est pas juste, elle n'est pas équitable. Vous prenez, par exemple, ex-mari, ex-femme. Oui. Bon, il y a un trait d'union. C'est idiot, parce qu'ils sont séparés, ils sont engueulés, ils sont séparés, ils ont divorcé. Et vous continuez de leur mettre des traits d'union. C'est ridicule, oui. Mais c'est ridicule. Donc il propose à Mme Larousse de supprimer les traits d'union. Oui. Et alors elle n'est pas très pour. Comme de mettre 2 points qui s'envoient en l'air au-dessus du mot coït. Alors, oui, alors ça c'est un joli mot, le mot coït avec ces 2 petits points qui s'envoient en l'air. Mais moi, il propose à Mme Larousse de retrouver ces 2 petits points qui s'envoient en l'air sur le i du mot jouir. Ça serait naturel. Oui, ça va de l'un à l'autre, c'est normal, non? Oui. Et alors, elle est plutôt pour, là. Hein. Mais il trouve aussi que les mots sont un peu misogynes. Ah oui. Quand même, bon, les femmes ne sont pas bien traitées par les mots. Ah oui, alors ça, c'est vrai que le français, c'est une langue un peu misogyne, parce qu'il y a le féminin, mais il y a surtout le masculin et le masculin neutre qui prend souvent la place du féminin. Et alors, mon écrivain, il s'aperçoit que c'est pas facile avec les mots féminins, parce que, par exemple, le féminin d'un tribun, c'est une tribune. Vous pouvez pas, ça marche pas. Ça marche pas. Alors il se dit, mais si j'écris, par exemple, ou si je dis il faisait froid à Compostelle et des centaines de pèlerins serraient contre eux leurs pèlerines, qu'est-ce que les gens vont comprendre, vous comprenez? Oui. Et un gourmet, une gourmette. Un gourmet, une gourmette, ça va pas du tout. Ça va pas non plus. Et est-ce que... quel beau tableau que ce jardinier effeuillant sa jardinière. Vous comprenez quoi exactement? Vous comprenez? C'est compliqué. Et femme, il se dit pourquoi on dit un A alors que c'est un E. Donc tous les mots sont des vrais mystères. Alors ça, c'est la première confrontation de mon écrivain avec la langue française. C'est-à-dire qu'il apprend à lire et à écrire, et l'instituteur lui dit, un jour, comme à ses camarades, F-E-2-M-E se prononce femme. Et il dit, mais il n'y a pas de A dans femme. Et l'instituteur lui dit, oui, mais c'est exact, oui, c'est bien vu, c'est exact, mais c'est comme ça. Le E de femme se présente A. Et le petit garçon se dit à part lui, oula, je pressens qu'avec les femmes, ça va être compliqué. Et évidemment, ça a été compliqué. Oui, parce qu'on rigole dans ce livre, hein. Il est facétieux. Alors évidemment, il va passer apostrophe au bout de son 10e livre. 8e quand même, oui. Alors il est furieux contre Pivot. Hein, il est furieux contre Pivot, à juste titre. Oui, parce que Bernard Pivot s'est toujours vanté d'avoir invité les écrivains qui comptent dès leur premier livre. Il est incroyable, ce Bernard Pivot. Alors lui, il a attendu le 8e livre. Alors il est absolument furieux contre... Et alors en plus, il faut qu'il se prépare avant de passer à apostrophe. Alors il y a des conseils de Dormesson qui lui dit la veille, il faut faire des choses. Mais surtout, son éditeur lui donne un mauvais conseil. Il lui dit, écoutez, s'il y a une polémique sur le plateau d'apostrophe, vous n'entrez pas dedans, c'est mauvais pour la vente des livres. Or, il y a justement une polémique entre Dormesson et Roger Perfit. Donc, il n'intervient pas. Et puis, Pivot, à la fin de l'apostrophe, à 7 minutes de la fin, s'aperçoit de sa présence. Et on lui pose 3 ou 4 questions qu'il avait préparées, pensait-il, il avait préparé avec son éditeur, mais c'est pas du... Pivot lui a posé une des questions qu'il n'avait pas préparées du tout. Et du coup, cette émission
l'émission a été une catastrophe, une catapostrophe. Catapostrophe, Ouais, voilà, ouais. il invente ce mot nouveau. Ben voilà, voilà un c'est mot. Alors, Bernard Pivot, vous êtes président de l'Académie Goncourt, faites entrer le mot catapostrophe dans le Vous n'avez pas dictionnaire. l'impression, je casse un peu mon image de président de l'Académie Goncourt, là, avec ce texte. Là. C'est extraordinaire. Ouais, hein. ouais. Non, mais en plus, c'est vrai que la veille d'apostrophe, Dormesson disait qu'il fallait absolument s'abstenir de tout plaisir charnel. Oui, mais ça, c'est un peu normal. Vous savez, après toute performance, qu'elle soit sportive ou intellectuelle, il vaut mieux s'économiser. Ouais. Donc la veille d'apostrophe... Normalement, on déconseille les relations charnelles. Oui, ça, c'est vrai. Oui, alors votre écrivain, il va arriver jusqu'au bout, mais va-t-il être mangé par les mots? Il a été mangé par les mots. Lui, il a mangé beaucoup de mots, mais il a été mangé par les mots. Mais à la fin, il va se poser la question, c'est la question du dernier mot. Oui. Vous savez, il y a des écrivains dont le dernier mot est historique. Par exemple, Tchekhov, avant de mourir, il a dit il y a longtemps que je n'ai pas bu de champagne. Et il est mort. C'est magnifique. C'est extraordinaire. C'est magnifique. Et donc, mon écrivain... il prépare ses derniers mots. Et alors, je raconte l'histoire d'un grand écrivain, je ne vous dirai pas le nom, et qui avait préparé 20 ans avant sa mort son dernier mot, et qui avait dit à sa famille qu'il l'avait préparé, mais sans le leur révéler. Alors, toute la famille était réunie autour du lit dans lequel il allait mourir. On attendait, suspense, etc. Tout le monde attendait ce dernier mot, qui allait être historique, évidemment. Et puis, le grand écrivain s'est levé péniblement sur son lit, s'est redressé, très péniblement, et il a dit « Je ne me souviens pas ». Et il est mort. Voilà. Donc, oui, il y a un danger à préparer un mot qu'on risque dont on risque de ne pas se souvenir au dernier moment. Oui, c'est ça. Ce qui est magnifique, c'est de jouer avec les mots. Oui. Bernard. Bah oui, et vous jouez. Alors sur scène, on vous voit, c'est fabuleux. Vous rencontrez le public en province, au Théâtre du Rond-Point à Paris. Oui. Et alors, vous leur amenez comme ça ces mots, vous les livrez, vous leur envoyez. Oui, mais ils sont contents. Oui, c'est une seconde carrière pour moi après tant d'années de télévision. Oui. Et vous savez, c'est le contraire de ce que j'ai fait à la télévision. À la télévision, je parlais devant 1 à 3 millions de téléspectateurs, apostrophe bouillon de culture, mais je ne voyais pas les gens. Je ne savais pas s'ils étaient contents ou pas contents. Là, ils sont entre 200 et 800, mais je les vois, ils rient, ils applaudissent, ils éternuent, enfin, bref, ils vivent devant moi et les rapports sont complètement changés. Oui, c'est de dire, finalement, il y a quand même de vous dans cet auteur que vous Un peu, oui, bien sûr. C'est qui rêvait d'être romancier, oui. Qui rêvait d'écrire. Oui, mais enfin, c'est pas moi, parce que je me permets de vous faire remarquer qu'il a fait normalien. Il est normalien, il est agrégé de lettres, ce que je ne suis pas. Il a le prix Goncourt, je ne l'ai jamais eu. D'ailleurs, il y a des choses qu'il ne peut pas faire à cause de ça. Il ne peut pas appeler sa femme mon biquet ou ce genre de choses. Ah, par exemple, un écrivain... Est-ce que la femme d'un écrivain ou l'époux d'une écrivaine, est-ce qu'il peut lui dire « à quoi tu penses ?» et est-ce que l'écrivain ou l'écrivaine va lui répondre « à rien ?» C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Vous imaginez Proust, Diderot, Voltaire ou Rousseau, à leur femme ou à leur petite amie répondant non, je ne pense à rien, c'est impossible. Oui. Mais c'est complètement impossible. Oui, vous, votre héros, il dit quoi tu penses, il répond au PIB de la France. Oui, alors non, mais justement, non, alors comme il s'est fait engueuler par sa femme a compris que quand il lui répond à rien, en vérité, il pense à quelque chose, à quelqu'un qu'il veut lui cacher. Donc, et comme il veut ne plus jamais dire qu'il ne pense à rien parce qu'il est un écrivain et que donc un écrivain pense toujours à quelque chose, alors il s'est fait un petit matelas de réponses comme ça, faciles, et il peut répondre très facilement à sa femme, par exemple, à quoi tu penses? Au PIB de la France, à quoi tu penses? À la moustache de Staline. Oui, il a des réponses toutes prêtes. Oui, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a de la passion derrière tout ça. C'est presque, j'allais dire, une passion gourmande, Bernard Pivot. Oui, pour les mots. C'est vous aimez les mots comme on aime des plats. Et d'ailleurs, vous aimez les plats aussi. D'abord, les plats ont des mots. Oui. Les plats ont des mots qui sont savoureux. On se nourrit, il y a un moment d'ailleurs. On les mange avant qu'ils vous mangent. On les déguste, on les savoure, on les boit, bien sûr, on les mâche. Non, mais d'ailleurs, vous avez remarqué que dans un moment, mon écrivain se dit que lorsqu'il est à table, il ne peut pas dire que ce plat est délicieux. Il faut qu'il invente quelque chose, parce que tout le monde autour de la table est capable de dire ce plat est bon ou ce plat est délicieux. C'est banal. Donc lui, il doit trouver. Alors, il est devant un navarin d'agneau, il dit
ce Navarin est irréfutable. Ou bien ce Navarin d'agneau est anthologique. Ou encore mieux, ce Navarin d'agneau est bocusien. Ah, c'est pas mal. Pareil, il ne peut pas simplement dire à sa femme « je t'aime », c'est banal. Ben, alors ça, oui. Ça personnellement... C'est vrai quand même. Oui, mais ça, par exemple, quand j'étais jeune homme, je me disais, mais est-ce que les écrivains osent employer ce cliché je t'aime ou je vous aime pour déclarer leur flamme. Il me semblait que c'était impossible. Puis finalement, j'ai regardé dans la correspondance de Simone de Beauvoir, de Saint-Exupéry, de Camus, ils ont tous employé « je vous aime » ou « je vous aime ». Mais lui, mon jeune écrivain, le jour où il dit, pour la première fois, il a 17 ou 18 ans, il dit « Henriette, je t'aime ». Elle lui répond ben, « tu pourrais pas trouver une formule un peu plus originale ?» Et elle lui explique « écoute, toi, tu vas faire Cagne, Normal Sup, tu vas devenir écrivain ». Arrête d'employer déjà des phrases éculées. Oui, elle n'a pas tort, elle n'a pas tort. On peut toujours employer des mots, les mots nous font voyager, les mots nous aiment. Et parfois, il y a des écrivains qui reprennent toujours les mêmes expressions, nonobstant. Oui. Alors vous en parlez, c'est vrai, ça peut être drôle, attendu que... Oui, mais alors il y a des tics de langage. Vous avez connu, Bernard, des écrivains comme ça? Non, mais j'ai surtout lu, par exemple, Tintin et Milot. Dupont et Dupont répondent toujours, et moi-même, et je dirais même plus. Donc, j'ai connu une femme qui, effectivement, disait, nonobstant absolument toutes les phrases. Elle aurait pu dire quoique, cependant, dépit de, etc. Mais non, elle répondait, elle disait toujours nonobstant. On l'avait d'ailleurs surnommée la nonobstante. Alors, elle, ça s'en fichait, mais son mari, lui, pas du tout. Et finalement, au bout de 5 ans de divorce, 5 ans de mariage, le mari a demandé le divorce pour cruauté mentale, parce qu'il en avait ras-le-bol de ces nonobstants. Ouais. Les mots sont nos amis, ils sont modestes, prennent pas de place dans le dictionnaire. Non, enfin, ils prennent une place. Non, il y a des mots qui sont... alors, les dictionnaires, moi je reviens toujours, parce que j'adore les dictionnaires, bien entendu, les dictionnaires sont des écoles de modestie et d'obéissance. Ben, prenez par exemple orgueil, vanité, ils ne s'étalent pas. Hein, hop, ils sont comprimés. Anarchie, anarchisme, anarchiste, enfin, tous les ils sont bien rangés, les ils sont rangés les uns derrière les autres. Ils peuvent pas se montrer anarchiques, c'est pas possible. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Il y a une morale des dictionnaires. C'est une morale justement de la modestie, de l'obéissance, de la gentillesse. Non, c'est vraiment. Moi, j'ai toujours été un adorateur des dictionnaires et peut-être que le dernier jour de ma vie, je consulterai encore un dictionnaire. Merci Bernard Pivot. Au secours, les moments mangés chez Alary Éditions. Il y a un DVD à l'intérieur de ce livre. On vous y voit sur scène, heureux Bernard, avec tous vos copains dictionnaires sur scène. Oui, mes copains évidemment m'accompagnent sur scène, c'est normal. Merci Bernard Pivot d'avoir été notre invité. Merci. À bonne heure.